Il y a quelques jours, on a organisé notre second apérail à La Recyclerie à Paris avec le soutien d'Intercité. C'était un peu le moyen de fêter notre premier anniversaire et de mettre sur pied un événement convivial pour parler de voyage et d'écologie. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on doit réenchanter cette thématique. Aujourd'hui, trop de gens associent l'écologie et la sobriété à un champ lexical super négatif. Effort, contrainte, privation, franchement, comment on espère donner envie avec ce genre de mots ? D'autant plus que c'est complètement faux. Depuis que j'ai changé ma façon de consommer et de voyager, je suis beaucoup plus épanoui et je continue à faire des découvertes incroyables. Et associer la préservation de l'environnement à la fête, à la musique, à la danse, bref, à des moments joyeux entre amis, je pense que c'est absolument essentiel. Mais avant ce moment super convivial, on a aussi organisé une table ronde passionnante qu'on a décidé d'enregistrer pour ceux qui ne pouvaient pas être là et qu'on vous partage dans cet épisode un peu spécial. Bonne écoute. Bon, ça va, vous allez bien ? Levez la main si vous allez bien. Non, c'est... alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un micro et vous allez vous le passer comme ça, ça fera un peu bâton de parole. Je vais commencer par Antoine. Donc, sur votre série Antoine l'aventure, on découvre des épisodes sur le Cantal, sur l'Ardèche, sur le Morbihan. Sur vos réseaux, on vous trouve sous le pseudonyme Antoine explore la France. Pourquoi avoir choisi de ne faire que la promotion de l'Hexagone ? Bonjour, alors pourquoi j'ai choisi de faire uniquement l'exploration de la France ? La réponse est très simple, parce que la France, c'est un pays méga stylé. Voilà, pour moi, il y a peut-être une pointe de chauvinisme derrière, mais le plus beau pays du monde. Vous me l'accorderez, c'est purement subjectif comme avis. En tout cas, la France, c'est la première destination touristique mondiale. C'est-à-dire que les gens du monde entier se pressent pour venir découvrir notre pays, ses paysages, notre histoire, notre culture, etc. Moi, je suis parti de ce constat-là. Je suis parti de ce constat qu'on avait un pays magnifique. En commençant à le découvrir moi-même, j'ai commencé à travailler en télévision pour une émission qui s'appelait L'Ombre d'un doute, une émission d'histoire. Et on m'a remis une voiture pour relier les différents points de tournage qui se situaient tous en France. Et au cours d'un tournage sur François Ier dans le Luberon, je découvre cette région et je suis stupéfait par les paysages du Luberon. Les petits villages comme Gordes, Lacoste, etc. qui sont situés sur des collines. Les falaises ocres de Rustrel, du Roussillon. Le Luberon, ces plateaux de lavande, etc. Et à ce moment-là, je me dis... Mais mince, en fait, je connais pas du tout mon pays. Je ne sais rien de la France. Je suis allé uniquement dans les régions où mes parents m'ont emmené et je n'ai jamais eu ce déclic, cette pointe de curiosité qui me porte à découvrir donc mon pays. Et donc, je m'en suis fait une mission. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, tu vas te bouger et essayer de découvrir ton pays. Et je peux vous dire que j'ai jamais été déçu. Et la philosophie qui ressort de tout ça, c'est que non seulement il n'y a pas besoin de partir très loin pour vivre de belles aventures, Tolt, Benjamin nous l'a merveilleusement expliqué dans son reportage en Ariège, il n'y a pas besoin de partir loin pour vivre de grandes aventures. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour être dépaysé. À un moment donné, Benjamin fait justement référence à la Mongolie en disant que les plateaux de l'Ariège lui font penser à la Mongolie. Ça, voilà, ça peut faire sourire, mais effectivement, il y a un dépaysement incroyable qui s'opère quand on voyage en France. Moi, je me suis senti en Tanzanie en faisant des safaris en Camargue. Je me suis senti en Mongolie, pareil, en traversant le Cantal, en traversant la Lozère. J'ai eu l'impression d'être en Polynésie française, dans les eaux turquoises du golfe du Morbihan. Et je pourrais vous citer la Laponie dans le Jura, etc. Je pourrais vous en citer plein des exemples comme ça. Je pense être à 40% à peu près de ma découverte du pays. Et c'est incroyable à quel point on peut se sentir dépaysé sans franchir les frontières. Merci, c'est un bon résumé. Adélaïde, de votre côté, je suis allé faire un tour sur votre compte Instagram. Je suis allé faire mon petit stalking habituel. Et j'ai pu voir des photos en Ardèche ou en Auvergne, mais aussi des photos en Italie, en Bosnie-Herzégovine ou en Croatie, par exemple. Je voulais savoir ce que vous pouviez nous dire là-dessus. Selon vous, est-ce qu'il est nécessaire de partir à l'étranger pour vivre des aventures et se dépayser ? Non, moi je suis tout à fait d'accord. La France, c'est absolument magnifique et c'est une des plus belles destinations qu'on puisse imaginer. Là, je reviens tout juste du Luberon, où j'étais à vélo et j'ai posté une photo de Sisteron. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Sisteron. Et la moitié des gens qui sont tombés sur cette photo m'ont dit « Mais non, c'est pas en France, c'est pas possible. C'est des grandes falaises qui tombent dans la Durance, c'est absolument sublime. » Donc on a, c'est vrai, un territoire qui est complètement magnifique et dont on n'est pas assez fier, je pense, et qu'on ne connaît pas assez. Mais oui, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger aussi. C'est beaucoup des opportunités. C'est, je crois,
beaucoup que le voyage, c'est pas tant la destination, mais c'est le fameux adage qui dit que c'est le chemin qui y mène. La Croatie ou la Bosnie, je me suis retrouvée parce que je suis partie sur mon vélo et j'ai pédalé, et puis j'ai pris des trains, et puis j'ai pris des bus, et puis j'ai fini par me retrouver là-bas parce que je me suis jamais arrêtée. Mais j'ai pas choisi d'aller dans cette destination. C'était aussi professionnellement, j'avais un voyage qui m'a beaucoup fait voyager en avion dans des pays très lointains, parfois pour 24 heures, donc aller en Chine pour 48 heures, des choses assez absurdes comme ça. Et puis des petits déclics qui se sont faits au fur et à mesure où je dis d'accord, mon boulot m'envoie pour 48 heures à Pékin, c'est complètement débile. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des vacances et puis je vais revenir de Pékin en train et en bus et en bateau. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il faudra que vous veniez dans notre podcast alors. Petite question pour Amandine. Vous avez peut-être un peu moins la casquette aventurière, à moins que je me trompe. Hein. Je n'ai pas fait autant de stalking que sur Adélaïde. Mais je serais curieux d'avoir votre réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire justement sur ce plaisir de découvrir la France. Où qu'on aille, l'idée c'est quand même d'y aller avec un mode de transport écologique. Donc, je ferai la promotion du train. On a beaucoup parlé de l'Hexagone. Moi, il y a quelque chose qui me rend un peu optimiste par rapport à la découverte de l'Europe, en référence à tes voyages. C'est que de plus en plus, et ça on l'observe dans nos chiffres, dans nos analyses de marché, comme on dit à SNCF, c'est que les clients n'hésitent plus à faire 6, 7, 8 heures en train. Je ne vous parle pas du train de nuit, je vous parle des trains de jour, pour aller à Milan. Alors c'était possible jusqu'à il y a eu un éboulement là qu'on est en train de réparer, pour aller à Barcelone. Et vraiment, les offres qu'on a développées sur Milan ou Barcelone, par exemple, cartonnent. Et ça, c'est assez nouveau depuis 2-3 ans. Et donc, c'est la preuve que ça fait de moins en moins peur de prendre le train pour 6-7 heures plutôt que d'y aller, j'ai envie de dire bêtement, en avion. Donc, c'est plutôt un message d'espoir. Et pareil, l'Europe du rail, c'est toujours un peu compliqué en tant qu'opérateur avec les systèmes d'interopérabilité. Il y a toute une série d'obstacles quand on veut vraiment franchir les frontières en tant qu'opérateur. Il y a des obstacles aussi pour les voyageurs, ne serait-ce qu'en termes d'accès à l'information, comment je réserve mes billets, qu'est-ce qui se passe en cas de rupture de correspondance. Mais on sent petit à petit une vraie appétence et en langage économique un vrai marché qui peut donner envie de développer le rail à l'échelle européenne et éviter aussi ces vols low cost et de découvrir au-delà de l'Hexagone, qui est déjà un territoire magnifique, et c'est pas la directrice d'Intercité qui elle-même a découvert des tas de choses grâce au train Intercité qui vous dira le contraire, mais voilà ce que je voulais ajouter pour cette intro. Vous pouvez garder le micro puisque ça me fait une super transition sur la deuxième partie, puisqu'on va désormais parler de train. Je crois que c'est un sujet que vous maîtrisez plutôt bien. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel de l'avantage de voyager en train? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais bon, on ne sait jamais. Et ensuite, est-ce que vous pourriez préciser ce que sont les trains intercités, comment ils sont financés et qu'est-ce qui les différencie des autres types de trains comme le TGV ou le TER? Alors pourquoi le train? Il y a une raison à laquelle on pense jamais, mais c'est la notion de sécurité. C'est quand même un mode de transport extrêmement sécuritaire, contrairement à la voiture. C'est un mode de transport écologique. Peut-être on se redit quelques chiffres. Un train, il émet 8 fois moins de CO2 qu'un bus, 12 fois moins qu'une voiture électrique, parce que tout le monde a l'air de dire que la voiture électrique, c'est la panacée, mais pas du tout. 25 fois moins que la voiture thermique et 65 fois moins que l'avion. Ce que nous disent aussi les voyageurs, c'est que c'est un mode de transport extrêmement pratique pour arriver souvent de centre-ville à centre-ville. Et puis, c'est la notion de temps utile, où on n'est pas fatigué, où on peut jouer avec ses enfants, où on peut lire, dormir. Mais on est vraiment sur la notion de temps utile que les gens plébiscitent de plus en plus. Les trains intercités, alors intercités, c'est l'activité, ce sont les trains longue distance, non grande vitesse. C'est quand même une spécificité française d'être très bâtie sur le TGV, et c'est une réussite française, bien entendu, mais si vous allez dans d'autres pays d'Europe, vous avez un maillage très fort de trains longue distance et vitesse entre 160 et 200 km/h. C'est ce que sont les intercités en France. Intercités, c'est une quinzaine de lignes, moitié de jour, moitié de nuit, environ. C'est 12 millions de voyageurs. 8 millions, c'était il y a 3 ans. 12 millions de voyageurs en 2023. On a une vraie dynamique de croissance. Des lignes de jour, des lignes de nuit. Je ne sais pas s'il y avait une carte. Elle était prête. Et en fait, notre fierté, c'est que, vous voyez, cette carte, elle est intéressante. Alors, moi, je suis arrivée il y a 3 ans à Intercité et il y avait moins de lignes. Alors, ça, c'est pas moi. Mais il se trouve que chaque année, c'est une activité qui est en développement. On a relancé le train de nuit Paris-Nice.
On a lancé le train de nuit Paris-Aurillac. On a mis des allers-retours en plus sur Bordeaux-Nantes, Nantes-Lyon. On est vraiment dans une dynamique de développement d'offres. Le trafic suit. Notre fierté, c'est qu'on dessert non seulement des villes comme Marseille, Nice, Clermont-Ferrand, Bordeaux, mais aussi Tarascon-sur-Ariège, Saint-Chély-d'Apcher, Mont-Dauphin-Guillestre. Et voilà, c'est aussi notre mission de train d'aménagement du territoire. Alors, ce sont des trains produits par un opérateur qui s'appelle SNCF et qui sont des trains qui bénéficient d'un contrat avec l'État. En fait, c'est le même système économique que pour TER ou les trains transiliens d'Île-de-France. Ce sont des trains où l'opérateur a un contrat avec une autorité publique. Donc, nous, c'est avec l'État, mais par exemple, TER Occitanie, pour rester en Occitanie, ils ont un contrat avec la région Occitanie qui paye. Dans notre modèle économique, à peu près 50% de nos charges sont couvertes par le produit des billets vendus et 50% c'est l'État, donc c'est de l'argent public. Quand vous prenez les TER ou le Transilien, ce n'est pas les mêmes ratios, on est plutôt sur 30% issus du coût des billets et 70% d'argent public. Voilà. Voilà pour vous présenter rapidement Intercité. Puis c'est une activité stimulante parce qu'on a toujours plus de voyageurs. Et notamment, ce qui est assez intéressant, ce qui dit, je pense, aussi beaucoup du pays, c'est moins les destinations de et vers Paris qui sont dynamiques que les destinations, ce qu'on appelle transversales, en fait, de province à province, de ville moyenne à ville moyenne. Je pense que c'est déjà beaucoup plus clair pour beaucoup de personnes. Antoine, comment vous vous déplacez généralement pour vos tournages, justement, et surtout dans les territoires ruraux comme l'Ardèche, qui sont de véritables déserts ferroviaires, puisqu'il faut savoir que c'est le seul département qui compte aucune gare en activité. C'est vrai que l'Ardèche est vraiment un désert ferroviaire, ça en fait néanmoins un département vraiment préservé et unique en France. Et je vous conseille vivement d'aller vous perdre un petit peu en Ardèche parce que c'est absolument magnifique. À chaque fois que je pars en expédition en France, je prends le train, toujours, parce que bon, voilà, pour moi, nulle utilité de prendre l'avion. Je prends le train, justement, on en parlait il y a quelques instants, sur le fait que les intercités ne soient pas des trains très rapides. Et moi, je trouve ça bien, justement. On devrait faire plus souvent l'éloge de la lenteur, parce que le fait de prendre des trains plus lents, ça nous permet de comprendre un petit peu les paysages qu'on traverse. Je me suis rendu à de nombreuses reprises dans le Cantal. Pour aller dans le Cantal de Paris, il faut prendre un train de Paris-Austerlitz jusqu'à Clermont-Ferrand, puis justement un petit train de région, un intercité qui va jusqu'à la gare de Murat. Murat, qui est une très belle ville également, que je vous recommande de visiter. Et puis depuis Murat, vous arrivez directement par exemple sur le JR 400, le chemin de grande randonnée numéro 400. Et de là, vous pourrez vous perdre dans les monts du Cantal, où vous aurez l'impression d'être dans un décor digne de l'imagination de Tolkien. Donc voilà, moi j'aime énormément voyager en train. C'est le moyen de transport que je privilégie le plus. Et le reste du temps, j'utilise mes pieds, tout simplement. Voilà, la marche, ça reste le premier moyen de se déplacer, tout simplement. Et donc, quand il faut rejoindre une gare, quand il faut rejoindre un arrêt de bus, j'y vais à pied, justement. La marche a énormément de bienfaits. Et encore une fois, je vous encourage tous à partir marcher un petit peu sur les chemins de France. On a la chance d'avoir un réseau de chemins de grande randonnée très, très, très fourni en France. Voilà, c'est assez facile à trouver. Vous trouvez ça sur Mon GR Préféré ou d'autres sites comme ça. Et vous pouvez partir marcher sans aucun problème. Et bientôt le vélo dans la Creuse. Et bientôt le vélo dans la Creuse, et je partirai avec Alexis ici présent. J'en suis très heureux. Donc voilà, et la Creuse, département que je ne connais pas encore. Donc je vais être. Vous allez voir. Ouais, j'ai hâte. Alors, Amandine, je vais vous solliciter à nouveau. Pour le grand public, c'est un peu difficile de comprendre les rouages politico-économiques qui se cachent derrière le train. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette injustice géographique ? Je crois qu'on a une ancienne carte un peu qui présente le réseau avant et après. Comment on peut expliquer justement cette injustice géographique, surtout lorsqu'on regarde cette carte avec un réseau qui donne des étoiles dans les yeux aux ferrovipates qui doivent être assez nombreux dans la salle. Bon, je ne sais pas de quand date la carte de gauche, mais elle fait effectivement rêver, et elle ferait rêver également beaucoup de cheminots. L'aménagement du territoire, c'est pas la SNCF, c'est l'État. C'est vraiment des choix publics. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a investi davantage dans la route que dans le rail ?
c'est des choix politiques et publics. Où est-ce qu'on met l'argent public et où est-ce qu'on le met dans le monde des transports? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de subventionner les aéroports régionaux pour les EasyJet et autres, ou alors d'investir dans la réouverture de nouvelles lignes? Et ça, les autorités organisatrices régionales sont parfaitement aux responsabilités là-dessus, par exemple. Voilà, donc c'est juste pour se redire, il y a un réseau, mais derrière le réseau, c'est vraiment des choix politiques d'aménagement du territoire. Et après, SNCF est un opérateur qui est ravi d'exploiter, mais voilà. Juste un truc aussi, SNCF se confond pas totalement avec le rail en France. Vous savez qu'on est ouvert à la concurrence en termes ferroviaires. Par exemple, pour faire le choix de développer de nouvelles lignes, soit c'est les choix d'autorités organisatrices publiques, donc pour Intercités, c'est l'État, et qui pour le coup a vraiment relancé certaines lignes Intercités. Pour les TER, c'est les régions qui relancent l'offre ferroviaire. Elles sont plutôt engagées là-dedans de manière générale. Et après, pour les trains qu'on appelle en service librement organisé, donc non conventionnés, c'est-à-dire c'est des modèles économiques où le produit de la vente des billets doit permettre à l'opérateur à la fois de couvrir ses charges et puis de dégager une marge pour investir, comme TGV par exemple. Là, le marché est complètement ouvert. Donc vous avez Trenitalia, qui est l'opérateur italien qui opère maintenant sur Paris-Lyon. Enfin voilà, il n'y a pas que SNCF et d'autres pourraient être intéressés. Et justement, la France, avec son potentiel touristique, avec son réseau, on sait que ça donne envie à beaucoup d'opérateurs ferroviaires de venir un peu challenger SNCF, mais à la fin, ça contribue à rendre le train plus attractif. Et vous, Adélaïde, on peut lire sur mon vélo ou dans un train, sur votre description Instagram. Donc, on a déjà un début de réponse. Mais quel est votre rapport au train? Et selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette relation d'amour-haine que les Français entretiennent avec le train et plus particulièrement la SNCF? C'est vrai, je suis très 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 souvent dans des trains, beaucoup avec mon vélo d'ailleurs, dans des trains avec mon vélo. Je fais des dizaines de milliers de kilomètres en train par année. Je pense que j'ai commencé à prendre le train quand j'étais toute petite, quand j'avais 10 ans, sur une ligne Intercité d'ailleurs. Et j'aime beaucoup beaucoup ce moyen de transport parce qu'il y a une très grande liberté. Moi, je fais rien dans un train. Je lis même pas, je médite. C'est un peu mon église à moi, quoi. Donc je suis là et je regarde les paysages, je fais des rencontres extraordinaires. Je vous invite à prendre l'Intercité qui va à Limoges, le Paris-Limoges. Il est tout à fait fabuleux. Vous mettez dans l'espace vélo, qui est aussi l'espace pour les familles, qui est aussi l'espace pour les personnes avec handicap. Et là, vous avez un espace de rencontre complètement extraordinaire que vous avez, je pense, nulle part ailleurs. Le rapport amour-haine, moi j'adore le train et parfois je le déteste parce que je pense qu'il y a plusieurs usages du train. En France, on a cette grande chance d'avoir un réseau qui permet que le train soit aussi un moyen de mobilité du quotidien. Il y a des gens qui vont prendre le train tous les jours je sais pas, à 1 heure de Paris pour venir travailler tous les jours. Et là, dans ce cas-là, vous avez envie d'avoir un train qui soit à l'heure, où vous n'avez pas des gens avec leur poussette, avec leur vélo ou avec leur truc qui vous embête, où vous arrivez, où vous êtes fait vomir dessus par le gamin d'à côté, vous n'avez pas envie de ça. Et à la fois, on a aussi cet outil de voyage, les trains longue distance, notamment les intercités de nuit, qui permettent de couvrir des très grandes distances en France et là d'être pour le coup complètement dépaysé. Et ça, je pense que peut-être c'est pas assez pris en compte, mais il y a tout un imaginaire à développer sur à quel point c'est désirable de voyager en train. Et c'est un voyage à part entière en fait. Le train, c'est pas juste un outil pour aller au boulot, quoi. Et moi, c'est vraiment ce rapport que j'entretiens au train. C'est une machine à voyager, quoi. Enfin, complètement extraordinaire. J'ai fait le tour des États-Unis en train. J'ai pris le Transsibérien, j'ai pris partout en France, mais même essayer juste en France, c'est juste super, quoi. Et vous, Antoine, est-ce que vous avez pu être confronté à ces problèmes de vomissements d'enfants sur vous, par exemple? Non, j'ai pas eu cette chance. Le train, voilà, ça reste, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un excellent moyen de découvrir les paysages de France. Rien que sur la liaison par exemple Paris-Clermont-Ferrand, on traverse la Loire, on traverse la plaine de la Limagne, etc. Alors peut-être des noms qui vous disent rien comme ça, mais quand on traverse des paysages magnifiques, forcément on a envie de les nommer. Je pense que ça a été évoqué. Le seul point que je pourrais reprocher au train, c'est la ponctualité, voilà, qui est quand même voilà, un gros sujet, je pense, en France. Moi, ça m'est déjà arrivé de rater plein de correspondances justement sur des trains qui me mettent en retard, qui me font commencer des expéditions, des tournages parfois le lendemain. Et à ce moment-là, c'est assez compliqué. Mais voilà, on peut pas avoir que des avantages non plus. Je pense que
quand on aime quelque chose, que ça soit le train ou même une personne, il faut savoir l'accepter avec ses qualités et ses défauts. Justement, il y a un défaut dont on n'a pas encore parlé, enfin ça a été un tout petit peu abordé, mais c'est le prix du train, c'est quand même un sujet, je pense, qui revient souvent. Levez la main ceux qui trouvent le train trop cher. Bon, il y a une forme d'unanimité, hein, je pense. Donc, Amandine, bonne chance. Après, ce qu'il faut se dire, c'est de quel train on parle. C'est sûr, si vous voulez le Paris-Lyon le vendredi soir et le même train que tout le monde, ça va être un petit peu plus compliqué, encore que. Bon, je peux vous donner plein de chiffres, mais Paris-Cahors, Intercité, ce qu'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire le prix moyen, c'est-à-dire y compris, alors soit la promo ou soit y compris le train première classe période de pointe. Donc la moyenne de tout ça, c'est 45 €, Paris-Cahors, en Intercité. Si vous prenez votre voiture, et j'ai pas compté le coût de la possession de la voiture, mais juste les péages autoroutiers et l'essence, 90 €. Voilà. Bon, oui, le train, ça peut être un mode de transport considéré comme cher. Après, nous, à Intercité, on essaye quand même d'avoir des prix qui sont quand même relativement bas. Il faut savoir que la vitesse et la grande vitesse, ça se paye, et c'est somme toute assez normal. C'est pas les mêmes infrastructures derrière. Et pour en revenir un peu à des considérations économiques, il faut savoir qu'il y a des vrais choix de politique publique aussi derrière, alors que ça soit pour Intercité comme pour d'autres opérateurs, Trenitalia. Ce qu'il y a dans votre billet de train, c'est 10% de TVA, déjà, en termes de coût. Et 40% en moyenne du coût des billets de train en France, c'est le prix des péages. C'est-à-dire qu'en fait, le bolide, le train, et donc son voyageur, finance le réseau à hauteur de 40%. En Allemagne, c'est 30%, en Suède, c'est 15%, en Italie, c'est moins aussi. Alors, ce qui ne veut pas dire que les réseaux allemands, suédois, italiens sont sous-financés, au contraire, mais ils sont aussi financés par des subsides publics. En fait, ils sont subventionnés aussi par le contribuable, et pas simplement par le voyageur. Donc il y a un vrai sujet autour du modèle économique du train et du prix du train. Et sans parler, pour faire un petit tacle à l'aviation, la taxation, ou plutôt la non-taxation du kérosène, là où nous, on paye nos taxes sur l'électricité, par exemple, pour avancer. Voilà. Après, on essaye quand même de développer des produits low cost, de faire des tarifs jeunes, des tarifs abonnés. Enfin, voilà, il y a quand même toute une gamme de produits qu'on essaie de développer pour rendre le train, justement beaucoup plus accessible. Et par exemple, sur Intercité, et malgré l'inflation, les prix, ils n'ont pas augmenté, ils n'augmenteront pas cette année. Je pense aussi au train de nuit, où la première raison qui fait que les gens prennent le train de nuit, c'est pas des considérations écologiques, vraiment pas. Enfin, en tout cas, ça vient très loin dans la liste quand on demande aux gens. C'est le côté pratique et surtout le côté économique, parce que vous économisez une nuit d'hôtel. Alors, vous n'aurez peut-être pas le même confort que la nuit d'hôtel, mais l'opportunité de faire des rencontres. Et effectivement, c'est à la fois un voyage et un lit pour à partir de 19, 29, 39 €. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions sur le prix ? Levez la main ceux qui sont satisfaits de la réponse. Bon, ça va. Mais effectivement, il y a une vraie injustice, c'est vrai, entre les différents modes de transport, une injustice fiscale, et ça, c'est important de le rappeler. On va s'attarder sur le train de nuit, un mode de transport que j'affectionne tout particulièrement. Dans un article récent, vous déclariez « La relance du train de nuit est déjà un succès commercial ». Si je dis pas de bêtises, on compte aujourd'hui 8 lignes Intercité de nuit. Comment se fait-il que cette relance du train de nuit ne se fasse pas plus rapidement et que certaines régions soient encore une fois laissées pour compte ? Je parle notamment de la Bretagne, du nord de la France surtout. J'ai bien conscience que je suis face à un public impatient et qui aime le train de nuit. Juste pour se reparler un peu d'imaginaire du voyage, moi, il y a quelque chose qui me rend spécialement heureuse et qui me frappe dès qu'on parle de train de nuit. Dans mon métier, en fait, j'ai rencontré plein de gens. Ah, le train de nuit, c'est bien. Oh, je l'ai pris il y a 30 ans avec mes parents et tout, ou en voyage scolaire. Voilà. Mais après, plus rien, en fait. Il y a eu toute une génération complètement perdue pour le train de nuit. À la faveur ce qui est un vrai succès commercial, on est passé sur les trains de nuit en France de 30% en moyenne de taux d'occupation, c'est-à-dire le train, il est rempli à 30%. 30, 40, c'est vraiment pas beaucoup, en moyenne sur une année, à plus de 70% en 3 ans. Enfin, c'est énorme ce qui s'est passé sur la fréquentation de nos trains de nuit. Et ben, ce qui me rend heureuse, au-delà de ces chiffres, c'est quand vous allez à Austerlitz le soir, à l'embarquement des trains de nuit, le nombre d'enfants et le nombre de familles. Et donc ça, je me dis, c'est des futurs petits voyageurs. C'est enfin une génération, là, ils sont tout petits et tout, ils ont les yeux qui brillent, mais c'est quand même extraordinaire, le voyage en train de nuit. Enfin, c'est une aventure, on est en pyjama dans le train. Non, mais vraiment. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me dis, bah ça y est, on est en train de recréer cette génération. Et mon rêve, ce serait qu'il n'y ait plus aucun voyage scolaire qui se fasse en bus, mais qu'enfin, ils reprennent le train. Alors,
Il manque effectivement quelques destinations sur la carte. Juste pour se redire, tout le travail qui a été engagé depuis 2021, qui marque vraiment la relance du train de nuit, c'est la date à partir de laquelle on a remis sur rail le Paris-Nice, à la demande de l'État et financé par l'État. C'est aussi important de le dire, il n'y a pas zéro décision politique qui sont prises sur le train de nuit, bien au contraire. On a doublé l'offre de train de nuit du Sud-Ouest, on a lancé un Paris-Aurillac, et après en partenariat avec les Autrichiens, vous savez, les Autrichiens sont les meilleurs d'Europe en termes de train de nuit. Voilà, je vois les connaisseurs qui opinent du chef, parce qu'ils ont été visionnaires avant tout le monde et ils sont surtout aussi commandés des nouveaux trains avant tout le monde. Voilà, parce qu'il y a une vraie pénurie aujourd'hui de voitures de nuit en Europe. Donc en partenariat avec eux, on a relancé le Paris-Vienne, le Paris-Berlin. Alors c'est parfois une galère, notamment en termes de régularité, parce que c'est des trains longue distance qui croisent beaucoup d'obstacles, des travaux, etc. Mais il y a une vraie relance du train de nuit. Voilà. Et puis ce qui a été fait aussi, c'est que les trains de nuit que les gens, là, vous savez, les gens qui disent ah ouais, je l'ai pris il y a 20 ans. Bon, ok, c'est toujours du corail. Mais c'est du corail un peu repimpé, c'est-à-dire qu'ils sont passés dans ce qu'on appelle un programme industriel chez nous. Donc vous avez du Wi-Fi, les couchettes ont été refaites, les visuels ont été refaits, c'est insonorisé, vous avez des compartiments d'âme seule, on a refait la lumière, voilà, donc c'est plus du tout les vieux machins, voilà, enfin en tout cas le parc a été vraiment rénové de fond en comble. Alors qu'est-ce qui manque pour développer d'autres lignes ? Déjà il faut du matériel, il faut des trains. L'État, on le sait, va passer une commande de trains. On ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont passer leur marché, mais on fixe à peu près la date d'arrivée de nouveaux trains, y compris pour remplacer les trains existants qui sont quand même un peu vieillots, puis il manque des espaces de convivialité, il manque des douches, vers 2028-2029. Et donc après, pareil, c'est toujours une question de financement, donc de volonté politique. Est-ce que ce renouvellement du train sera juste pour couvrir les lignes actuelles ? Auquel cas, nous, on sera ravis d'opérer ces nouveaux trains. Ou est-ce que l'État se lancera dans un développement de nouvelles lignes ? Ça, j'ai pas la réponse. Voilà. Si je dis pas de bêtises, il y a eu des annonces pour la commande de 60 rames de train de nuit, justement, en 2021. On est quand même en 2024. Qu'est-ce qui peut expliquer ce délai au niveau de l'État, en fait ? Ouais, alors, je pense que la commande à laquelle vous faites référence, c'est la commande de nouveaux trains repimpés, mais c'est toujours nos vieux corails. Ah oui. La commande de vrais nouveaux trains, avec l'espace convivialité, avec les douches, etc., ça, c'est pas avant 2028-2029. Enfin, que ces trains arriveront, mais la commande est en train d'être passée. Voilà. Ah, elle est en train d'être passée, ok. C'est ce qu'on nous dit, ouais. Okay. Par rapport, justement, aux autres territoires qui sont un peu délaissés par les trains de nuit, est-ce que ce serait ambitieux de penser qu'il y en aurait par exemple en Bretagne ou dans le Nord ? Il y a d'autres opérateurs en Europe qui sont intéressés. Alors il y a à la fois des initiatives privées, je pense à Midnight Train qui veulent se positionner, alors plutôt vers le sud de l'Europe, sur du Paris-Italie ou l'Espagne. Mais après vous pouvez avoir des compagnies d'Europe du Nord qui peuvent vouloir investir la France parce que c'est un beau pays, très prisé. Et pouvoir arriver sur les plages de Bretagne, je pense que ça pourrait intéresser d'autres opérateurs, du nord de l'Europe notamment. Adélaïde, est-ce que vous avez déjà pu prendre votre vélo à bord d'un train de nuit ? Est-ce que ça serait pas ça le voyage idéal finalement ? S'endormir à Paris ou ailleurs, pour se réveiller quelques heures plus tard pour pédaler au lever du soleil ? C'est une très jolie image. Oui, je l'ai bien évidemment pris dans les trains de nuit. La dernière fois, c'était sur la ligne Paris-Pau, pour aller à Pau. Et c'est vrai qu'ils ont été repimpés, les trains. Mais alors, on parle de repimpage. C'est vrai qu'il y a des jolies couettes, on a le petit masque sur les yeux, les petites boules caisses, machin. C'est assez chouette en vrai. C'est quand même pas non plus un changement extraordinaire par rapport à il y a 20 ans, pour être honnête. Moi, j'ai pas trop vu la différence en termes d'insonorisation ou quoi que ce soit, mais ça reste chouette. Et les intercités qui, ça il faut que je le dise, mais qui pour moi sont les pires trains pour mettre son vélo, mais genre vraiment c'est horrible. Les intercités de nuit, c'est pas mal, parce qu'il y a le vélo qui dort vraiment, mais contre sa couchette. Donc on est dans sa petite couchette et le vélo est à côté. Donc ils sont tous un peu empilés sur les autres, machin, mais on n'est pas loin et c'est assez chouette, ça se fait très bien. Et oui, c'est absolument génial. On monte avec son vélo, on arrive dans une gare et après tout le monde est en train de galérer avec sa valise. Nous, hop, on part sur son vélo et zoup, en 5 minutes, on est dans la campagne et c'est absolument génial, quoi. C'est une offre qui reste pas hyper développée. Il n'y a pas beaucoup de place dans les trains. C'est rare d'avoir de la place pour mettre son vélo. Avant, personne prenait le train de nuit, donc c'était hyper facile. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut s'y prendre très à l'avance. Et c'est ma perception. Mais j'ai l'impression que les trains de nuit sont devenus plus populaires et peut-être un petit peu plus chers
Il y a 20 ans, je prenais déjà le train de nuit et je le prenais en siège incliné. Là. Ça coûtait 10 € pour aller à Saint-Gervais, la ligne qui n'existe plus d'ailleurs. Et après, j'ai eu la chance aussi de voyager avec mon vélo sur des... Alors là, c'est en dehors de la France, sur des voyages qui durent 3-4 jours. Et là, vous ne sortez pas du train pendant 3-4 jours, quoi. Avec le vélo, et ça c'est génial. Il y a plein d'autres pays qui, donc on parle de grands pays, les États-Unis par exemple, où là vous avez un contrôleur qui n'est pas un contrôleur mais qui est un chef de bord. Et ça, j'aime beaucoup cette distinction aussi. En France, on a un peu le contrôleur, c'est celui qui regarde les tickets et il sert qu'à ça. En fait, on peut avoir toute une autre imaginaire du rôle des gens qui sont à bord dans les trains et qui peuvent vous aider avec, je sais pas, vos bagages, vos itinéraires, vos enfants ou que sais-je. Et là, ils prennent votre vélo, donc aux États-Unis, ils le mettent dans un compartiment spécial et puis vous le voyez plus pendant 3 jours. Et puis là, on va se balader dans le train, aller manger au restaurant, rencontrer des gens, tout ça. Toutes ces espèces de convivialité aussi que j'ai hâte de voir dans les futurs trains parce que ça change vraiment l'expérience du voyage. Voilà. Juste sur les vélos, il y a peut-être aussi je vais râler un peu. Il y a des choses en termes de sécurité aussi, son vélo. C'est vrai que quand on laisse son vélo la nuit tout seul, qu'il y a des gens qui montent, qui descendent, en fait, c'est pas juste un vélo. Mon vélo, il coûte plus cher que la voiture de la plupart de mes copains qui ont des voitures. Et dessus, j'ai toute ma vie. Et quand je dis que j'ai toute ma vie, c'est que j'ai tout, quoi. J'ai ma tente, mon sac de couchage, mais j'ai souvent ma carte bleue, mon appareil photo, mon ordinateur. Enfin, j'ai tout, quoi. J'ai tout sur mon vélo. Et le laisser avec une espèce de mini cadenas, c'est pas hyper rassurant. Et c'est plus qu'un simple objet de mobilité. C'est vraiment une espèce de valise améliorée, plus, quoi. Merci Adélaïde. Ça me fait une transition parfaite pour le dernier thème de cette table ronde, le vélo. Comme je vous l'ai dit en introduction, donc Ronan, le PDG de GeoVélo, a dû annuler sa présence en dernière minute pour des raisons personnelles, mais on a quand même pu lui poser quelques questions en amont. Alors voici ma première question, c'est est-ce que la France investit suffisamment pour rendre le voyage à vélo accessible à tous, et quels sont les freins qui pèsent encore sur l'adoption du vélo? Donc voilà les réponses qu'on a pu avoir de Ronan. Donc le réseau de véloroutes emblématique, de mieux en mieux aménagé et balisé, donc comme la Loire à vélo, la Vélodyssée, Via Rona, etc. On a aussi un label Accueil Vélo qui se développe et qui permet d'accéder à tous les services nécessaires dans de nombreux endroits, restaurants, hôtels, offices de tourisme. Et a priori, il y a aussi une ambition politiquement, qui est affichée, de devenir la première destination européenne pour le tourisme à vélo. Ce qui veut dire être meilleur que les Allemands. Mais il y a quand même des points négatifs, on va pas se mentir. La question de l'emport du vélo dans les trains qui est toujours problématique. Sur Intercité, c'est moins problématique, mais c'est vrai que sur d'autres types de trains, par exemple le TGV, c'est pas toujours possible. Peu ou pas de place, difficulté de réservation, mauvaise acceptation par les contrôleurs, etc. Et il y a aussi des services qui manquent avec la location du vélo en gare, même si je crois qu'il y a des améliorations côté justement gare et connexion. Sur les freins encore, en mobilité urbaine quotidienne et touristique, le manque d'aménagement et le sentiment d'insécurité sont les principaux freins. Donc voilà, il y a quand même encore beaucoup de boulot, notamment sur l'amélioration des pistes, etc. On va repasser à Adélaïde. Donc, en tant que grande passionnée de vélo, quel est votre retour d'expérience terrain justement par rapport au point qu'a pu lister Ronan? Est-ce que vous avez vu une différence au niveau des infrastructures entre certaines régions, entre les grandes villes et les zones rurales, pardon? Alors les trains, il n'y en a pas deux qui sont pareils quand il s'agit de mettre son vélo. Il n'y a pas deux politiques tarifaires qui sont pareilles, il n'y a pas deux manières de mettre son vélo dans un train, il y a pas, même en fonction des saisons de l'année, ça ne marche pas pareil. Il y en a qui font ça très bien. C'est des régions, je pense, dans les pays de la Loire, en été, ils ont des rames entières pour mettre ses vélos. Donc on peut mettre jusqu'à, je sais pas, peut-être 50 vélos dans une rame entière, parce que c'est une grosse zone de voyage à vélo, la Loire à vélo. Ouais. Et ça, par exemple, c'est absolument génial. On rêve de voir ça dans tous les trains. Il y a des trains dans lesquels c'est des réservations obligatoires. Donc il faut dire qu'on a un vélo, mais au moins on est sûr d'avoir une place pour son vélo. Ça peut être un stress infini de se dire ok, je prends mon vélo pour un petit trajet dans un TER et en fait il n'y a pas de place pour son vélo, donc on embête tout le monde parce qu'en fait c'est le dernier train de la journée, qu'il faut absolument qu'on rentre avec son vélo, machin. Il y a des aberrations entre par exemple Intercité et TER. L'une que je connais très bien, donc celle qui fait Paris-Clermont, entre Moulins et Clermont, vous avez TER et Intercité qui opèrent sur la même ligne. Donc c'est un trajet d'1 heure. L'Intercité est moins cher que le TER, de 5 €. Mais si vous voulez mettre votre vélo, il faut payer 10 € dans les Intercités, alors que les TER, c'est gratuit. Voilà. Sachant que dans les TER, vous rentrez, mais c'est tout crème, hop, avec son petit vélo, on met son vélo, on est assis à côté. Dans les Intercités, il faut monter 3 marches.
il faut faire un virage à 90 degrés avec son vélo, et là le suspendre à un crochet où il y a toujours des valises, des trucs, et vous avez payé 10 €. Et on vous fait comprendre que bon, vous embêtez un petit peu le monde et tout. Donc c'est très 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 inégal. Ça reste quand même assez génial de pouvoir mettre son vélo dans un train. Moi je le vis comme une grande chance. Je le démonte tout le temps. C'est possible de démonter son vélo, de le mettre sous housse. C'est gratuit quasiment sur tous les trains. C'est génial. Ça m'est arrivé de monter dans Intercité, de le démonter, de le mettre dans la housse et de le mettre dans l'espace vélo, démonter sous housse parce que c'est gratuit. Voilà. Peut-être qu'on peut finir avec Amandine, juste pour nous parler un peu de la stratégie Intercité quant au vélo. Est-ce que tous les trains ont des espaces dédiés déjà aujourd'hui ? Et quelles sont les conditions peut-être pour embarquer son vélo aujourd'hui ? Je pense que tu as déjà tout dit et c'est très vrai. C'est-à-dire que en fait, naturellement, le train et le vélo devraient être les meilleurs amis du monde. Et c'est une source de frustration, mais aussi pour nous, de ne pas pouvoir faire mieux et plus. Voilà. Grosso modo, aujourd'hui, dans les trains intercités, qui sont des trains à réservation obligatoire longue distance, enfin, on demande aux gens de réserver. Il faut qu'on puisse aussi, pour qu'on gère nos places, il faut aussi qu'on puisse avoir une forme de réservation sur les vélos. Donc c'est pour ça qu'on la demande. Donc comme tu l'as dit, 5 ou 10 € pour de longs parcours. Après, un vélo sous housse démonté, pas de sujet, c'est comme une valise pour nous, donc en fait il n'y a pas de sujet. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les sujets d'achat de nouveaux trains, donc il y aura des nouveaux trains de nuit, où on est en train de faire arriver des nouveaux trains sur Paris-Clermont et Paris-Limoges-Toulouse, qui ont fait une petite actu ces derniers temps, parce que le constructeur malheureusement aura un peu de retard. Nous, on fait attention dans les spécifications techniques qu'on demande à ces constructeurs de trains d'avoir beaucoup plus de place pour les vélos. Donc vous en aurez par exemple, on va doubler le nombre de places vélos sur Paris-Clermont et Paris-Limoges-Toulouse. Et surtout, ce sera plus ergonomique. Tu auras un passage, tu n'auras plus les 3 marches du corail, mais voilà, un peu quelque chose de fluide. Et surtout aussi pour les vélos électriques. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais le vélo électrique, c'est quelque part aussi une nouvelle... alors c'est peut-être une hérésie pour toi, je ne sais pas, mais c'est une nouvelle pratique du vélo. Et donc, de quoi brancher la prise directement dans le train. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est quand même assez tributaire de l'espace qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Antoine, on garde peut-être ton témoignage pour après la Creuse. Sauf si tu veux dire quelque chose sur le vélo. Non, c'est bon. Maintenant, on va passer à la foire aux questions. Voilà, sentez-vous libre de poser toutes les questions. Moi, j'ai demandé à la SNCF si on pouvait vraiment poser toutes les questions. Allez-y. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'organisation de ce débat dans ce lieu qui est symbolique, comme vous l'avez rappelé au tout début. Je vais avoir 2 grandes questions pour mesdames. Je ne connaissais pas votre compte, mais je vais m'y abonner. Merci beaucoup. Au niveau du vélo, vous avez mentionné, il y avait des difficultés sur les lignes intercités. Est-ce que aussi au niveau des TER, on a parlé de la Loire et les configurations jumbo, où en fait c'est un étage en bas qui est complètement dédié à ça. Est-ce que vous appelez de vos voeux, entre guillemets, presque un peu des voitures dédiées à l'emport des vélos dans les intercités? Et peut-être pour vous, madame, merci pour votre présence également. Peut-être un rappel sur les trains de nuit. Je viens de Toulouse, donc l'Ariège sont mes voisins, et je suis monté en train de nuit pour être là ce soir. Les voitures ont été rénovées, c'est exact, mais avec un grand apport de France Relance. Donc l'État n'est pas tout à fait étranger à ces dynamiques pour le train de nuit, et justement la relance des lignes, notamment vers Tarbes, ont été aussi impulsion de l'État. Et est-ce que vous appelez de vos voeux justement qu'il y ait un investissement plus massif? Vous aviez parlé de la différence entre coût sur l'usager ou subvention de l'État, pour relancer par exemple des liaisons transversales comme Bordeaux-Nice ou peut-être des lignes vers le nord également. Merci à vous. Alors si on met une rame vélo sur tous les trains de France, moi je suis ravie, hein. Je ne vais pas dire non, pourquoi pas. Mais non, peut-être déjà une bonne définition des usages et une compréhension de qui met son vélo dans le train. Il y a plein de manières de mettre son vélo dans le train. Il y a des gens qui mettent leur vélo juste pour aller au boulot, par exemple. Donc ils font, et ça c'est génial, moi je trouve que le développement du vélo dans les espaces ruraux c'est complètement nécessaire, et de pouvoir se dire ok, je fais 10 minutes de vélo plutôt que 5 minutes de voiture, je mets mon vélo dans le train.
et puis après je vais au boulot avec mon vélo. Ça, dans plein train, c'est complètement impossible, notamment en Intercité, parce que justement, le vélo électrique qui fait 35 kg, aller monter les 3 marches avec, le virage à 90, machin, c'est complètement impossible. Donc se dire, ok, comment est-ce qu'on peut optimiser ces espaces pour favoriser déjà les mobilités du quotidien, et puis après sur les mobilités qui sont plus du voyage ou de l'exceptionnel, effectivement, pourquoi pas avoir des rames, mais sur des périodes dédiées ou sur certaines lignes, sur certains tronçons. Et c'est pour ça la réservation obligatoire, moi j'ai rien contre, je trouve ça absolument même génial. Les trains nomades en Normandie, il faut juste réserver son billet de train, et ça se fait indépendamment, parce qu'il faut savoir que sur la plupart des billets, si on n'a pas dit qu'on voyageait avec un vélo et qu'en fait on change d'avis, on se dit en fait je vais prendre mon vélo, bah c'est plus possible. Donc il faut annuler son billet et puis reprendre un billet avec une place vélo qui souvent est du coup 2 fois plus cher. Donc bref, il y a plein de petites choses à faire comme ça qui sont déjà, je pense, un peu moins compliquées que de mettre des rames vélo, mais effectivement il y a plein de choses à faire. Ou alors des espaces bagages aussi pour les vélos sous housse, parce que voilà, les vélos sous housse, effectivement, c'est gratuit, c'est possible sur tous les trains, mais après, on les met où, quoi? Mais vous avez tout à fait raison. Enfin, le développement des lignes intercités, la relance de nouvelles lignes, notamment de nuit ou de jour, de toute façon, est financée par l'État. Enfin, il y a un investissement qui est très clair. Il me semble avoir donné le chiffre de 150 millions d'euros. C'est France Relance qui a été effectivement investi dans les trains de nuit pour les rénover, les remettre au goût du jour. Il faut se rendre compte que les trains de nuit qui circulent aujourd'hui, alors, ça reste du vieux corail, mais en fait, c'était pour partie des voitures qui étaient en passe d'être radiées, qui étaient sur des triages à Sotteville, qu'on est allé chercher un peu, bon, attends, celle-là, elle n'est pas trop rouillée, ok, c'est bon, allez hop, elle est sauvée, et on l'amène dans nos technicentres pour la... Enfin, il faut voir le avant-après, enfin, c'est très impressionnant, voilà. Et donc, effectivement, oui, c'est des financements étatiques, j'ai pas dit le contraire. Et après, nous, en tant qu'opérateur SNCF, moi, l'État, c'est mon client. Donc, plus mon client, il veut de train, mais plus on est heureux, vraiment. Donc, on est heureux d'accompagner cette croissance. Quelquefois, on peut la susciter aussi en disant, regardez, bah là, les trafics sont super dynamiques, on pourrait imaginer rajouter un aller-retour en plus, etc., etc. Et juste pour vous annoncer qu'en cette fin d'année, on travaille, parce qu'on a eu la commande, donc on va ouvrir une ligne de train classique de jour entre Nancy et Lyon. Voilà, alors ce sera petit, un aller-retour par jour, mais pour commencer. Et donc en décembre, on aura ce nouveau développement d'offres. Mais nous, oui, plus il y a de commandes de train et plus on peut mettre d'offres, plus on est ravis. Voilà. Et plus il y a d'acteurs qui veulent communiquer sur le train, plus on est ravis chez Warail également. Je passe le petit message comme ça. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous, Madame Thomas-Comment, vous nous partagez beaucoup l'engouement pour les trains de nuit, et je pense qu'on est tous ici dans la salle les premiers clients, et on adore tous. En revanche, je ne comprends pas du coup le paradoxe de la suppression de l'équipe qui s'occupait des trains de nuit au sein de Intercité. Comment est-ce que vous nous partagez ça? C'est un signe qui est contraire à ce que vous affichez. C'est une décision incompréhensible. Et au-delà de ça, je comprends que du coup l'État est le client de la SNCF sur ces trains-là. Est-ce qu'au point où ça marche tellement bien, c'est pas un produit que vous pouvez développer en tant que produit commercial? Parce que la demande y est, et on est tous prêts à prendre des trains de nuit s'ils fonctionnent bien, s'ils nous amènent là où on veut. Et puis un dernier point pour les trains de jour. Il me semble qu'on est le seul pays en Europe qui n'a pas de train européen. Parce que si on veut remplacer l'avion, c'est quand on fait des trajets à l'étranger. Et donc, il y a le système des trains Eurocity en Europe. Pourquoi la France n'en opère pas pour aller en Italie, en Espagne, en ligne classique, moins cher? Voilà, merci beaucoup. Peut-être sur le premier volet, non, Intercité n'a pas supprimé son activité de train de nuit. C'est des décisions d'organisation interne. Et il n'y avait pas que 3 personnes qui s'occupaient des trains de nuit à Intercité, heureusement. Enfin, juste pour vous dire, c'est les trains les plus complexes à produire. Toute l'équipe qui s'occupe de la planification, c'est-à-dire l'obtention des sillons. Obtenir un sillon, c'est obtenir une place sur un réseau. Et en fait, c'est extrêmement dur pour les trains de nuit. C'est une des difficultés de les développer, c'est que les travaux sur les voies, il faut faire les travaux sur les voies, il faut rénover ce réseau parce que sinon le réseau pourrit et du coup il n'y a plus rien qui fonctionne. Les travaux se font souvent la nuit. Et du coup, nous, on arrive avec nos grands trains de nuit là, de 700-800 km, on veut passer, ah bah non, il y a un travaux. Et un train de 700-800 km, dès qu'il rencontre un obstacle, et sur 800 km, vous pouvez en rencontrer sur votre route, un travaux par-ci, une zone de travaux par-là, une zone de travaux encore du côté de Cahors, que sais-je, c'est autant d'obstacles qu'il faut franchir dans la construction des sillons. Donc, les trains de nuit qui représentent aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires d'Intercité, et un petit peu moins de ces voyageurs en pourcentage de trafic, c'est plus de 50% du travail de toutes les équipes de conception et les équipes opérationnelles. Il ne faut pas
prendre comme une déclaration de politique ou quoi que ce soit, une décision interne d'organisation sur une petite structure projet qui avait surtout pour objet, en fait, on a fait de gros bouger au SA 2024. Ce qu'on appelle le SA, c'est le changement de service, en fait, qui a eu lieu en décembre et qui était là aussi pour préparer spécifiquement cet aspect-là. À SNCF, déjà des trains qui franchissent les frontières, donc je suis pas sûre de bien comprendre votre question. Enfin, je parlais en TGV du Paris-Barcelone, Paris-Milan, ou des coopérations qu'on fait. C'est ce que je disais en propos introductif. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment d'Europe du rail en réalité, parce que tout ce qui est coordination entre un réseau, notamment, faut voir ce que c'est que la planification d'un train de nuit entre Vienne et Paris avec les travaux des différents opérateurs qui ne sont pas forcément coordonnés. Tout ce qui est système d'interopérabilité des locomotives en particulier, c'est assez complexe. Il faut se rendre compte que le secteur de l'aérien, quand il s'est développé, il s'est tout de suite développé, on va dire après-guerre industriellement, sur une langue commune, des normes communes, et tous les pays ont construit leur système aérien quelque part sur des standards internationaux. Et d'où le succès, d'où le développement rapide de l'aérien. Le train, il s'est d'abord construit sur des bases nationales, avec chacun ses normes, à la fois sur le réseau, sur les matériels, sur les systèmes. Donc construire l'Europe du rail, pour ne parler que de l'Europe, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, j'ai une question, c'est Antoine, c'est ça, oui. Parce que vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez vraiment voulu découvrir la France et toutes ces choses-là, mais est-ce qu'il y a eu un espèce de déclic qui a fait je vais pas aller à l'autre bout du monde, prendre l'avion, tout ça, ou est-ce que c'est venu parce que depuis que vous êtes petit avec la famille vous voyagez, ou comment c'est venu de se dire je vais vraiment découvrir la France à pied, en train et sans prendre l'avion, quoi? J'ai pas vraiment voyagé avec ma famille, si ce n'est les régions dans lesquelles on a un attachement familial, à savoir la Normandie, l'Île-de-France et la Bourgogne. Non, ce déclic, il s'est vraiment opéré lors d'un tournage. En gros, voilà, moi je viens du milieu de la télé et je travaillais pour une émission d'histoire qui s'appelait L'ombre d'un doute, qui est plus diffusée maintenant, mais qui était présentée par Franck Ferrand et qui en gros était une émission qui racontait l'histoire de France dans ses grandes lignes. Et c'est au cours justement d'un tournage sur la vie de François Ier dans le Luberon, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, justement, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte à quel point il y avait des régions qui étaient magnifiques et à quel point justement je connaissais pas ces régions-là. Et dans le même temps, donc le déclic s'opère à ce moment-là, je me dis mais c'est impossible que je sois le seul de ma génération à connaître aussi mal son pays. Je fais un rapide tour d'horizon des émissions de télé qui parlent de la nature en France. Alors il y a Déraciner des ailes, il y a Échappée belle, voilà des grands noms d'émissions comme ça, mais en fait je me rends compte que ce sont des émissions qui s'adressent uniquement à un public adulte, voire senior. Et je me dis ça va pas. En fait, si on veut faire découvrir la France, surtout si on veut protéger notre patrimoine naturel, c'est-à-dire notre environnement, en fait, il ne faut pas uniquement en parler à des personnes, malheureusement, qui ne seront plus là dans 10 ans. Il y a une phrase de Saint-Exupéry, ça peut paraître cru, désolé de parler comme ça, mais il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, qui dit qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Voilà, donc si on veut faire en sorte que notre patrimoine naturel, notre environnement, toute la richesse de paysages, toute la diversité de paysages qu'on a en France, si on veut faire en sorte qu'elle perdure, justement, il faut en parler aux enfants. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis fixé comme objectif, comme mission, d'en faire une émission télé. Parce que du coup, vous n'avez jamais été un grand voyageur, d'aller très loin, et ça a été un abandon de ces grands voyages-là, ou ça a été déjà la découverte du voyage par la France? J'ai jamais été un très très grand voyageur. Je suis jamais parti sur plusieurs mois, voilà, traverser des pays étrangers. J'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé en Europe, un petit peu en Italie, un petit peu en Grèce, un peu en Espagne. Je suis jamais parti très très loin. Et depuis que je voyage en France, je dois dire que la France répond à toutes mes attentes, pour le moment en tout cas. Et je parle uniquement de la France métropolitaine, c'est-à-dire que voilà, on a la chance d'avoir des territoires de mer et d'outre-mer. J'attends qu'Intercité développe une ligne pour faire Paris-Saint-Denis à La Réunion. Ça serait cool, en vrai. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire en France. Encore une fois, c'est un pays magnifique et qui se doit d'être découvert. Je vais revenir sur la question des vélos dans la politique générale de SNCF et de l'Intercité. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des régions qui mettent en place du coup de payer du coup une place vélo et certaines mettent en avant plus le fait de développer la location de vélos en gare plutôt que de transporter du vélo et certaines mettent en avant un peu l'absurdité de transporter du vélo pour du vélo alors qu'on pourrait le louer en fait en arrivant dans une gare.
quelle est un peu votre position là-dessus et est-ce que vous faites un peu un entre-deux entre location et transport? Et après, une autre question sur l'évolution récente, on va dire, de l'Intercité, avec la délégation de nombreuses lignes par l'État aux régions. Quelles sont un peu les perspectives au niveau du développement des lignes d'Intercité à court et moyen et plutôt long terme? Ce que disait Adélaïde est très illustratif, c'est-à-dire qu'il y a à la fois faciliter les vélos dans le train, parce que je pense qu'Adélaïde, c'est pas Adélaïde qu'on va dire écoute, tu peux louer un vélo là, à la gare de Arles. Bon, voilà, c'est quand même pour un usage, c'est ton vélo et tu y tiens, et voilà, il répond à une fonction, donc il faut pouvoir l'embarquer à bord. Mais il me semble quand même que les régions, Gares et Connexions, il y a quand même un mouvement global, y compris en Ile-de-France, pour développer les parkings à vélo, à la fois les parkings à vélo près des gares, et les locations de vélos pas très loin de la gare non plus, même si ça reste encore pas assez développé à mon sens. Donc les deux sont importants. Voilà. Et sur les perspectives de développement d'Intercité, donc ce que je vous disais, c'était on développe une ligne de jour en fin d'année entre Nancy et Lyon. Et perspectives de développement, alors on est en appel d'offres, parce qu'on est aussi touché par la concurrence. Et donc il y a un appel d'offres aujourd'hui sur les lignes Bordeaux-Nantes, Nantes-Lyon. Donc on a fait notre réponse et l'État choisira en novembre qui de SNCF ou d'un autre exploitant exploitera à partir de fin 26 ces lignes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet appel d'offres, l'État envisage, alors ils n'ont pas encore pris la décision, d'ajouter, en tout cas c'est ce qui a été demandé aux candidats, donc nous, quand on a remis notre offre, on a inclus cette ligne, de développer une ligne Lille-Nantes, pour faire vraiment une étoile à partir de Nantes. Et on pense que c'est vraiment super intéressant, une belle opportunité, notamment pour desservir tout un chapelet de villes en Normandie, parce qu'aujourd'hui les liaisons directes entre l'ouest et le nord... quand on voit le maillage, c'est quand même pas terrible. Donc voilà. Et on espère, être retenu, et deux, que le choix de l'État comprendra bien cette extension d'offres. Je me suis reconnue dans pas mal de vos discussions, de vos aventures, que ce soit avec les vélos, que ce soit la découverte du Luberon. J'ai eu le même coup de cœur l'année dernière, donc très drôle. J'avais une question plutôt effectivement pour le côté vélo et aménagement des trains. Moi, j'ai vraiment souvenir d'avoir fait C'était quoi? C'était le Nîmes de Strasbourg, c'était en 2014, un train de nuit qui roulait encore à l'époque. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. En juin 2021, il y a le Paris-Venise qui fermait en train de nuit aussi. Pourquoi en fait toutes ces fermetures et pourquoi autant de temps pour réouvrir? Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait tous les débats avec l'État, bien sûr, mais pourquoi finalement est-ce qu'il s'est passé ça? Également sur les vélos, on a pas mal parlé effectivement de pourquoi pas avoir des vélos en gare. Mais je rejoins le fait que quand on a son propre vélo, on a plutôt envie d'avoir le sien. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plutôt que taxer ou avoir des billets qui sont indexés avec le prix du vélo et ça rajoute encore des frais, de finalement, puisqu'on parle de transition écologique, et de vouloir avoir plus d'accès, que ce soit par les urbains ou les ruraux, de au contraire plutôt taxer les parkings et les voitures et faire en sorte qu'en train, en fait, on ait des billets plus intéressants quand on prend son vélo? Bon, sur le système d'incitation, il est intéressant. On sera toujours confronté à une réalité physique, c'est-à-dire on peut imaginer baisser le prix de la réservation d'un vélo. Enfin, je rappelle qu'aujourd'hui, on peut prendre son vélo plié sans aucune contrainte dans un train. Il y a un moment, on se heurte à une capacité physique d'accueil du vélo aussi, quel que soit le prix qu'on fait. Après, sur les trains de nuit, pourquoi à un moment on les a complètement abandonnés? Parce que c'est vrai que le réseau de trains de nuit, y compris jusqu'au début des années 2010, il était quand même très fourni. Clairement, il y a une volonté politique d'abandonner ces trains en disant, ils sont plus, les gens prennent le TGV, et puis commercialement, ça fonctionnait pas. Bon, après, si vous investissez pas, les trains vieillissent, la production se dégrade, donc du coup, les gens viennent plus. Enfin, c'est un peu le cercle de la loose, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les trains de nuit ont repris, sont revenus sur le devant de la scène, et ça s'est traduit. Donc, on se situe à peu près vers 2019-2020. Ça s'est traduit par pas simplement des paroles politiques, mais vraiment des vrais investissements. Les millions de France Relance, ils ont vraiment permis de faire des choses. Je ne sais toujours pas l'expliquer à mes équipes. Je sais pas. Ce que je sais juste, c'est que c'est une super bonne nouvelle, en fait. Et que nous, on se met en situation de faire. Et plus on nous demandera de train de nuit, plus on en fera. Et vraiment avec grande joie. Et de voir que les clients sont là, en plus, avec les chiffres que je vous donnais, c'est vraiment super. Mais je ne sais pas expliquer l'espèce de rapidité du retournement, ou comment un machin qui était considéré comme ringard par beaucoup de gens est revenu sur le devant de la scène, à ce point. Et en soi, je me dis, c'est super, parce que la rapidité du retournement montre aussi que sur ces sujets-là, ça peut bouger extrêmement vite, en fait.
dans le bon sens là pour le coup. Donc c'est plutôt un message d'espoir, même si j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Juste aussi sur les vélos dans les trains, il faut savoir que sur tous les TER, par exemple, on peut prendre son vélo gratuitement, et non démonté. Les TER, c'est gratuit. Moi, je le vis à chaque fois comme une grande chance. Je trouve ça hallucinant qu'il y ait autant de place pour des vélos. Pour moi, mon usage récréatif, d'avoir autant de place dans un train qui m'est alloué gratuitement. Les trains sur lesquels c'est payant, c'est par exemple les Intercités. Là, pour le coup, par contre, je ne comprends pas pourquoi on me fait payer 10 € alors que le service est complètement pourri. Parce que ça abîme les roues. On est obligé de s'asseoir à côté de son vélo si on ne veut pas se le faire piquer. Donc sur des vieux strapontins. Et l'espace est là. Il ne prend de place à personne. Il est là uniquement pour les vélos. Sur les TER, c'est un espace partagé, vélo ou strapontin, donc c'est-à-dire des gens. Et ça, moi, je ne comprends pas trop le truc. Mais voilà, c'est quand même une chance de pouvoir mettre son vélo dans le train, moi, je trouve. Moi, j'ai une petite question qui va peut-être intéresser beaucoup de monde ici. Pour vous quatre, si vous deviez vous mettre d'accord sur, par exemple, 3 destinations accessibles en train depuis Paris, pas trop cher et incroyables en France. Moi, j'ai donné ma réponse avec la vidéo que j'ai diffusée. Franchement, les Pyrénées, c'est exceptionnel. Donc, l'Ariège, c'est pas mal. 3 gares, par exemple. 3 gares, du coup, ce serait la gare d'Ax-les-Thermes. Surtout en hiver, parce que tu peux en fait prendre ton train de nuit, tu marches 5-10 minutes et tu prends les remontées et tu vas skier. Donc pour ceux qui aiment bien faire du ski, ça peut être sympa. Je dirais, 3 gares, c'est ça. Donc il a donné une première. Deuxième, je dirais Saint-Chély-d'Apcher, justement pour découvrir l'immensité des plateaux de l'Aubrac, qui encore une fois font penser un petit peu à la Mongolie. De Saint-Chély-d'Apcher, tu vas pouvoir partir marcher à travers de vastes horizons. Tu vas pouvoir découvrir des sites naturels qui sont magnifiques. Il y a les gorges du Tarn qui sont pas très très loin, si tu marches un petit peu, encore une fois. Il y a la Veine Armand, qui est une grotte absolument somptueuse avec des concrétions extraordinaires. Donc voilà, c'est pour ma petite gare chouchoute. Moi, je vais dire la gare de Cray, dans la Drôme, qui est accessible en train de nuit. En plus, c'est génial. C'est au pied du Vercors. C'est la porte d'entrée de l'Ardèche aussi. C'est absolument sublime. Et moi, je dirais Uzerche, au sud de Limoges. C'est un éperon rocheux, vraiment, qui se dresse au bord de l'eau. D'ailleurs, j'ai oublié le nom du cours d'eau. Uzerche, c'est dans cette région aussi que Simone de Beauvoir avait passé ses vacances, étant jeune aussi. Et c'est toute la beauté du paysage autour, accessible en train intercité. Voilà, au passage, vous avez pris une petite leçon de géographie. J'espère que ça vous fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vois une question là-bas. J'ai une petite question au niveau de l'électrification du réseau français. Je crois savoir qu'il y a moins de 60% aujourd'hui du réseau français qui est électrifié. On bénéficie en France d'un mix électrique qui est a priori moins carboné que ailleurs. C'est dommage de ne pas en profiter. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Je crois que ça concerne surtout les intercités et les TER. Est-ce que ça relève de décisions gouvernementales ou est-ce que vous avez un peu la main dessus ? Est-ce que c'est l'électricité qui est trop chère par rapport aux énergies fossiles ? Non, ça c'est vraiment des décisions gouvernementales. Enfin, c'est de l'aménagement du territoire à grande échelle. Nous, c'est vrai qu'on est, du coup, pour parler de l'expérience d'Intercité, on est confronté à, en particulier, 2 zones qui ne sont pas électrifiées. C'est la vallée jusqu'à Briançon, entre Valence et Briançon, et entre Brive et Aurillac et Brive et Rodez. Donc sur ces tronçons qui ne sont pas électrifiés, on opère avec des locomotives thermiques, donc qui sont quand même plus polluantes, qui sont anciennes, et on a quelques vrais problèmes de fiabilité de ce matériel. C'est un matériel qu'on loue. Et quand on cherche à en louer plus ou en louer des plus neuves, en fait, et on le propose à l'État parce qu'on n'est pas satisfait, nous, du service qu'on mène jusqu'au bout, on sent que ces locomotives, elles sont un peu hors d'âge. En fait, on se rend compte qu'il n'y a même plus de marché. Et ce qu'on nous dit, alors après c'est en cours d'enquête, mais c'est que ça n'intéresse plus forcément des constructeurs ou des loueurs. Vous savez, les fameuses Rosco, en fait, c'est une sorte des gens qui achètent du matériel et qui le louent à des opérateurs. Ça existe beaucoup à l'étranger, un petit peu moins en France. Sont plus intéressés d'investir dans des locomotives, en tout cas diesel, pour des raisons environnementales. Parce que leurs propres investisseurs ne veulent plus investir dans le diesel. Ce qui en soi est une bonne nouvelle, mais ça pose quand même une sacrée colle pour ces bouts de ligne. Voilà. Après, il y a des matériels qui se développent sur des matériels bimode côté TER. Donc, mais bon, après, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'on en est dans l'électrification du réseau.
Vaste sujet, voilà. Il n'y a pas de locomotive hybride sur Intercité pour l'instant. C'est que sur TER. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je crois que... Ah, si, quand même. Bonsoir. En tout cas, merci de cette intervention. Moi, j'ai une question en fait, parce que j'ai des... Voilà, moi, je suis un adepte du train de nuit, mais j'ai des potes qui ne le sont pas du tout. Parce que ils aiment beaucoup le confort. Donc, si vous avez des pistes pour les motiver, je suis assez preneur, parce que je suis en galère. Je pense que le premier conseil que je peux te donner, c'est d'arriver avec un peu une solution clé en main. Tu leur proposes de tout organiser, tu vois, tu t'occupes de la réservation des billets, etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais pour mes amis. J'arrive avec un programme, j'essaie de tout réserver moi-même. Ça se passe pas toujours bien. Je crois qu'il y a des amis qui sont là et qui ont expérimenté un séjour où on a dû se retrouver dans une cabine où on était avec 3 sièges qui se faisaient face pour un train de nuit. C'était pas très agréable, mais ça fait des souvenirs. Mais ouais, je pense qu'il faut arriver avec quelque chose de vraiment clé en main, parce que quand tu leur enlèves ce poids de l'organisation, ça peut les convaincre. Des gens qui cherchent du confort. Souvent, je connais pas vos amis, mais généralement, il y a une partie des gens, on constate une vraie appétence pour la privatisation de la cabine. Moi, j'aime bien rencontrer des gens, mais il y en a pour qui l'enfer, c'est les autres. Donc, du coup, la privatisation de la cabine, ça, pour certains, c'est vraiment un critère. On est en train de mettre des nouveaux oreillers. Apparemment, on me dit qu'ils sont super à l'usage. Donc voilà, on va avoir des nouvelles couettes aussi. Par contre, je pense qu'il faut que tu prévois la nourriture, notamment le croissant frais le matin. Alors c'est un de nos projets. On aimerait bien pouvoir à un moment que, à l'occasion de l'arrêt dans une petite gare, il y a une boulangerie locale qui puisse approvisionner le train, mais c'est pas encore le cas. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu prévois le petit-déj. Un élément de confort qui est pas connu. Alors certes, on n'a pas de douche dans les trains de nuit. On a quand même un petit kit qui permet de se nettoyer, etc. C'est assez peu connu. On a des douches en gare d'Austerlitz et en gare de Toulouse. Alors, c'est réservé aux clients de première classe parce qu'on n'en a pas 50 des douches. C'est 4 douches dans chaque gare. Et j'en parle, j'ai la ridiode avec mes douches en gare comme ça, mais je vous assure, c'est des douches vraiment dignes d'un 4 étoiles. Donc, accessible avec un billet de première. Vous arrivez, vous avez votre cabine de douche, mais c'est énorme, c'est une salle de bain pour vous tout seul, avec tout ce qu'il faut, une serviette. Les douches sont nettoyées après chaque passage. Et c'est vraiment un produit super et très apprécié, notamment pour toute la clientèle professionnelle, parce qu'on a 30% de professionnels au train de nuit entre Paris et Toulouse. Et voilà, et vous arrivez, vous prenez votre douche et vous êtes frais et dispo pour commencer votre journée de travail. Et c'est vraiment des belles douches confortables, voilà. Et je confirme, c'est vraiment bien. C'est pas que de la com. Elles sont vraiment top et c'est hyper confortable un train de nuit. En vrai, moi je dors jamais aussi bien que dans un train de nuit. Et surtout en première, il y a que 4 couchettes. Tu réserves ça avec tes potes. Les petites couettes, alors elles sont déjà top, moi je trouve. Mais franchement, c'est super confortable. Ouais. Et le coup du petit déj, ça transforme tout. Tu leur fais un petit déjeuner le matin là, avec le soleil qui se lève. Enfin, franchement, c'est super, quoi. Et après aussi, je sais pas si l'autre option c'est l'avion, mais l'avion c'est pas ce que je trouve le plus confortable, quoi. Le fait de passer la sécurité, de devoir poireauter, etc. Enfin, t'es mal assis. Donc peut-être mettre comparer aussi, ça peut aider. Mais voilà, en gros, toute la charge mentale est sur toi, globalement, si on résume. Il y a une question. Ok, alors dernière, parce qu'après il faut vraiment qu'on passe à l'apéro. Bonjour et merci à vous, merci à tous. C'était juste une petite remarque et pour tous ceux qui nous écoutent dans la salle, c'est qu'il y a un livre extrêmement bien qui s'appelle « Voir le monde sans quitter la France » et qui reprend tout ce que vous avez pu dire. C'est qu'il reprend des paysages qui existent partout dans le monde et finalement qui existent chez nous, entre guillemets, parfois sans les températures et voilà. Et vous pouvez le retrouver en librairie. Et comme ça, vous pouvez voyager en train de nuit, TER, Intercité, pour visiter le monde entier, mais en France. Super. Merci Florian, qui est donc le directeur des éditions Hachette. Non, je plaisante. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que c'était une table ronde qui vous aura intéressé. Merci à nos invités, c'était passionnant et c'était super sympa d'avoir aussi des retours à la fois très techniques, mais aussi des retours d'expérience un peu plus spontanés, on va dire. Et puis merci évidemment à la recyclerie de nous accueillir. Mais ce n'est pas fini, je le précise, attention. Là maintenant on passe à l'apéro, ensuite c'est la grosse stuff. Enfin voilà, ça continue, donc restez. Et puis évidemment un grand merci aussi à Intercité d'avoir rendu cet événement possible, cette table ronde, mais aussi la soirée qui va derrière, parce que c'est grâce à leur financement qu'on a pu faire venir des artistes, etc.
Normalement, le programme est visible, je crois, sur des affiches ou sur Internet. Et aussi, il y a un quiz qui arrive bientôt avec des billets de train à gagner. Voilà. Mais ça c'est que pour ceux qui restent. Donc partez pas. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ou pas? Ouais? Ok. Bah c'est bon. Merci à tous. On espère que cet épisode un peu particulier vous a plu et on vous dit à très vite pour la saison 2 de Je t'offre un rail.